dis-moi, voilà, donc HARP, voilà. Déjà, qu'est-ce que c'est cet acronyme et qu'est-ce que ça signifie exactement? Bah, comme je le disais, High Frequency Oral Research Programme, donc un programme de recherche sur les hautes fréquences. Donc c'est dédié en fait à envoyer des fréquences dans une couche de l'atmosphère qui s'appelle la ionosphère, hein, qui est comprise entre 60 et 300 km. C'est un projet qui a coûté à l'époque 300 millions de dollars. Donc dans les années 90, je ne sais pas ce que ça vaut aujourd'hui en dollars de 2025, mais ça doit être beaucoup. C'est un projet qui a vu le jour à partir de 1993 et qui est situé en Alaska, donc très proche de la localité de Gakona. C'est un endroit qui n'a pas été choisi au hasard, puisque c'est un endroit où la région, il y a une région où il y a beaucoup d'aurores boréales, et c'est une région où la ionosphère est très sensible à l'activité solaire. Et ça rend le programme de recherche beaucoup plus efficace. Le but étant d'envoyer, alors officiellement, c'est un observatoire dédié à l'étude de la ionosphère, qui a été officiellement réalisé et financé conjointement par l'US Air Force et la DARPA, institution militaire américaine, et l'université d'Alaska. Enfin, que ça soit financé par l'armée, l'Air Force, la DARPA, déjà c'est bizarre. Hein. Si c'est juste pour voilà pour étudier les aurores boréales, moi ça me paraît bizarre, non? C'est sûr que c'est pas Météo France derrière. Voilà, ouais, c'est pas Evelyne Delia quoi. Bon, on sent derrière qu'effectivement, si ces gens investissent, il y a bien une envie d'avoir des retombées militaires. Quand même, on peut se poser la question, faut être naïf pour imaginer qu'ils le font de manière philanthropique. Et effectivement, bon, à la base, c'est pour modéliser des processus atmosphériques, faire des recherches sur la propagation des ondes, puisque ça a aussi un intérêt pour établir des communications à longue distance avec des ondes très basse fréquence qui permettent de communiquer avec des sous-marins submergés, parce que c'est très compliqué de communiquer avec des sous-marins qui sont en profondeur, en immersion, à l'autre bout de la planète, et ça permet de prévoir voilà, des communications très très longue distance. Donc on se dit, bon, au début, ça paraît anodin, et très très vite, des personnalités politiques se sont interrogées. D'ailleurs, il y a eu une question écrite au Parlement européen en 2004, suite à un rapport européen de 1999. Donc en fait, je vais reprendre la chronologie, parce que dès 95, donc c'est un projet, on est en 93. 2 ans plus tard, il y a une députée européenne finlandaise qui s'appelle Elisabeth Rehn, qui dépose une proposition de résolution sur HARP, et qui est très vite rejoint par une autre députée, belge, Magda Alvet, je ne sais pas si je prononce très bien, donc présidente du groupe des Verts. Et à L2, elle rédige un rapport qui va leur mettre à peu près 2-3 ans. En 1998, le rapport est publié, vous pouvez le trouver assez facilement sur Internet. Et elles organisent des auditions. Elles invitent évidemment les représentants des États-Unis et de l'OTAN à ces auditions. Ils ne s'y rendent pas. Ils refusent. Donc, le rapport fait état de ce refus. Et dans ce rapport, donc c'est un rapport du Parlement européen sur l'environnement, la sécurité et la politique étrangère, dans cette proposition de résolution, ils demandent à ce qu'il y ait un encadrement sur ces nouvelles armes. Parce que très très vite, ils se rendent compte, et c'est marqué noir sur blanc, moi j'ai imprimé une des pages du document, ils disent « HARP constitue un problème global et il faudrait évaluer si les avantages que procure ce système compensent les risques encourus. L'opinion publique ignore pratiquement tout du projet HARP et il est important qu'elle soit mise au courant. Personne ne sait avec certitude ce que peuvent être les effets de HARP. Il faut lutter contre la politique du secret en matière de recherche militaire. » En 1999, quelques années après la mise en route du projet HARP, il y a une opacité la plus totale sur l'installation, et les gens se préoccupent parce que on parle, le fonctionnement en fait c'est un champ d'antennes, 180 antennes au sol sur à peu près une quinzaine d'hectares, donc 12 rangées de 15 antennes, donc ça on sait, c'est officiel. Elles envoient un signal qui chauffe la ionosphère à une certaine altitude, entre 70 et 350 km d'altitude, avec un diamètre de ce rayonnement qui est de quelques dizaines de kilomètres et une épaisseur de quelques mètres. Voilà, on s'imagine un peu les proportions
de ce rayonnement, en fait, c'est un faisceau, c'est ces antennes qui envoient un faisceau d'énergie dirigée. Voilà, c'est une arme, en tout cas une technologie à énergie dirigée, qui va concentrer un faisceau sur un point très précis de la ionosphère, sur lequel on va échauffer les particules. Pourquoi ? En permettant de modifier les équilibres énergétiques dans la ionosphère, on peut, par exemple, on parle de lentille artificielle. On peut créer une lentille artificielle, c'est-à-dire sur laquelle va se réfléchir des ondes. Mais on peut aussi, avec ces lentilles-là, ramener une énergie tellement suffisante que cette lentille va augmenter la puissance qui va être émise. Parce que une des objections qui a été émise à l'encontre de ceux qui se posaient la question de la puissance de cette arme, c'est de dire elle est moins puissante que les phénomènes météorologiques, voilà, elle ne peut pas permettre de modifier le climat. Sauf que par des effets leviers, en utilisant ces lentilles artificielles qui deviennent des objets dans la ionosphère, on peut augmenter la puissance et donc multiplier par je ne sais combien, quel facteur, la puissance de ce qui est envoyé du sol vers la ionosphère. Et ensuite, la question est de savoir qu'est-ce qu'on obtient par là. Il y a beaucoup de chercheurs qui se sont posé la question. D'ailleurs, il y a un certain journaliste qui s'appelle Nigel Calder qui a écrit dans l'ouvrage Unless Peace Comes, qui a écrit à l'époque concernant ces technologies. Alors avant que HAARP n'existe, il y avait déjà des recherches qui étaient faites dans ces domaines-là. Et ce journaliste enquêtait avec un groupe de journalistes indépendants. Parmi les moyens futurs d'atteindre les objectifs nationaux par la force, une possibilité repose sur la capacité de l'homme à contrôler et à manipuler l'environnement de sa planète. Une fois acquise, cette maîtrise de son environnement fournira à l'homme une nouvelle force capable de causer des dommages considérables et aveugles. Les armes géophysiques pourraient faire partie de l'arsenal de chaque nation. Comme je vais le démontrer, ces armes sont particulièrement adaptées aux guerres secrètes ou clandestines. Ça, c'était... Alors, je vous ai dit, c'est Nigel. Alors, Nigel Calder, c'est le président, le directeur de ce collectif. Là, il s'agit de Gordon J.F. MacDonald, qui a écrit dans l'ouvrage, qui était sous la direction de ce Nigel. Lui, il était directeur associé de l'Institut de géophysique planétaire de l'Université de Californie et était membre, entre autres, du comité consultatif scientifique du président Lyndon Johnson, qui était le vice-président de Kennedy. Donc, on voit déjà que ces questions de maîtrise du climat pour une puissance comme les États-Unis étaient déjà questionnées à l'époque. On a vu pendant la guerre du Vietnam, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'opération Popeye. C'est quoi ? L'opération Popeye, c'était entre les années 67 et 72, la tentative de prolonger la mousson, la saison des moussons, voilà, pour donner un avantage aux Américains sur le terrain et déstabiliser l'adversaire. Sous l'égide du général McNamara et avec l'accord tacite du cher Henry Kissinger, ils ont organisé 2300 missions de dispersion d'iodure d'argent. Donc là, on est sur le volet épandage de la manipulation du climat, mais on voit que très vite, les États-Unis s'intéressent à maîtriser l'environnement et le climat à des fins militaires. Donc on imagine bien que s'ils ont un projet tel que HAARP entre les mains, leur but n'est pas simplement de comprendre l'impact et la modélisation sur le climat, mais bien d'agir dessus. Et les possibilités sont infinies, comme j'ai dit, possibilités Pour les tempêtes, tremblements de terre peut-être aussi. Alors, ce n'est pas officiel, mais évidemment, on imagine très bien qu'avec ce type de recherche, et moi je pense, d'après ce qu'on a vu comme documentation, que ce projet n'est que l'avant-première du déploiement de ce genre de technologie. Il fallait avoir un projet officiel pour pouvoir modéliser, recueillir de la data, de la donnée, pour ensuite pouvoir maîtriser cette technologie. Parce qu'évidemment, le climat est un système extrêmement complexe, un système fermé, donc toute influence sur un point de la planète va forcément engendrer des effets en cascade et modifier le climat de façon chaotique. Donc c'est très compliqué de savoir exactement comment provoquer un tremblement de terre, comment provoquer justement des moussons, un brouillard,
Quoi de mieux pour désorienter un adversaire que de provoquer soudainement un brouillard sur un terrain d'opération? C'est aussi une possibilité. Ou peut-être provoquer un tsunami comme il y a 20 ans en Thaïlande. Exactement. Yeah.